Alors d'abord, il est très difficile de suivre la pensée complexe et parfois imprévisible quand même du président américain. Donc je crois qu'il faut se passer d'une quelconque analyse aujourd'hui qui, dans 5 minutes, sera peut-être contredite. Néanmoins, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, à savoir que je pense que Donald Trump, qui est face à un échec avec l'Ukraine, face à un échec avec la négociation aujourd'hui avec les Iraniens, voilà l'opportunité, en effet, de pouvoir, si le pays, c'est-à-dire ce grand pays, l'Iran, qui est le vôtre, bascule, de se dire qu'il était en fait partie prenante et qu'il pourrait récupérer en effet les négociations qui étaient en cours et les faire aboutir comme il le souhaite, avec un régime en face de lui ou des négociateurs en face de lui qui seraient très affaiblis et qui seraient forcés de fait d'accepter les conditions américaines. Et donc pour lui, en effet, ça serait une victoire totale. Donc depuis quelques mois, nous avons affaire à un individu quand même qui est très concentré sur ce qu'il est lui-même, avec son caractère, mais également qui est très sensible à son électorat aux États-Unis. Et donc, il ne voit pas cela pour le bien-être, mais des Iraniens, le bien-être futur des Iraniens, mais comme une victoire dont il a besoin aujourd'hui, bien sûr, par rapport à ces MAGA. Donc, vous savez, dans cette nouvelle guerre, en fait, il y a beaucoup d'opportunités. Nous en parlions tout à l'heure avec le général, l'opportunité pour Israël de frapper enfin, alors que ça fait des années, des décennies qu'ils attendent le moment pour le faire. Là, la faiblesse aujourd'hui du régime iranien a fait que cette fenêtre d'opportunité s'est ouverte et qu'ils s'y sont engouffrés. Après, moi, je resterai quand même très prudente sur le fait de déclencher un conflit. On sait toujours quand il débute et on ne sait pas comment et quand il s'arrête. Et donc là, nous avons un grand pays, l'Iran, qui peut résister. Il y a peut-être, certes, une majorité d'Iraniens contre le régime, mais il y a aussi des centaines ou des dizaines de milliers d'Iraniens qui travaillent au service du régime actuel et qui ne vont certainement pas peut-être baisser les bras tout de suite. Enfin, cela va dépendre finalement de la force et de ce qui va se passer en effet dans les 48 heures, puisque de toute évidence, quelque chose d'important est en train de se tramer et va se passer. Bien sûr, mais la faute à qui aussi, revenons à Trump 1, premier mandat. Donc il lui déchire, et la faute à qui, si on veut remonter dans l'échelle des culpabilités, c'est quand même Benjamin Netanyahou qui avait persuadé Donald Trump à l'époque de sortir de cet accord. La France l'avait considérablement durci lors des négociations. Israël avait accepté, parce que les Israéliens étaient déjà dans une position de vouloir frapper l'Iran à cette époque. On remonte il y a 13 ans de cela. Et finalement, les ingénieurs faisaient leur travail. Nous en avons rencontré régulièrement, notamment au Sénat, en audition officielle. Ce sont des gens sérieux, des experts, qui étaient totalement neutres et qui nous disaient qu'en effet, le programme était respecté. Mais après, bien sûr, la sortie des États-Unis, l'Iran a peut-être continué à procéder, en effet, à avancer sur le nucléaire. Et je crois que, en effet, ce qui est important, c'est de savoir que, forcément, l'existence même, de par la rhétorique iranienne, qui remet en question l'existence même d'Israël, était un danger existentiel pour ce pays, mais pas que, parce qu'il y avait aussi la possibilité d'une course à l'armement au niveau régional, notamment par l'Arabie Saoudite qui, je pense aujourd'hui, est peut-être d'un côté rassurée de voir son ennemi juré, l'Iran, affaibli, mais d'un autre côté, pour avoir passé un petit peu de temps dans cette région il y a quelques mois de cela, une très grande inquiétude parce que ce sont des pays qui aujourd'hui sont engagés dans des projets de développement phénoménaux, colossaux, qui demandent des investissements qui le sont tout autant,
avec le projet 2030, et qui voit d'un très mauvais œil que la région soit déstabilisée par la guerre, en se disant qu'on ne sait pas quels seront les dégâts collatéraux, et qui mettront à mal les investisseurs dont ils ont besoin, et puis le prix du pétrole qui risque peut-être de changer, et ainsi de suite. Menace brandie par l'Iran. Donc là, l'ensemble des pays arabes, je crois, aujourd'hui, souhaitent véritablement que la paix revienne le plus vite possible, et j'imagine que le Qatar est à la manœuvre, comme d'autres. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression que Benjamin Netanyahou avait une véritable stratégie, si ce n'est que d'affaiblir l'Iran et en effet se débarrasser du programme nucléaire. Et puis d'un seul coup, il sort du chapeau le fait de faire tomber le régime, une sorte d'étape supplémentaire. Moi, je ne crois pas que ce soit la mission d'Israël. Tirons les leçons de ce qui s'est passé en Irak et de ce qui s'est passé en Libye. Aujourd'hui, ce ne sont quand même pas des succès d'avoir une intervention extérieure qui déstabilise, et c'est ce que vous rappeliez très justement tout à l'heure. S'il doit y avoir un changement de régime, cela doit venir de l'intérieur, avec une force politique en capacité d'assumer le pouvoir, avec l'assentiment et le soutien de la population. Or, ce n'est pas le fait d'éliminer une personnalité, quelle qu'elle soit, qui va faire la différence. Et moi, j'y vois aussi un gros handicap dans la temporalité où nous sommes, c'est que on retirerait la personnalité politique en capacité de négocier. Donald Trump est toujours dans cette logique de continuer les négociations en ayant mis toutes les cartes dans sa main et en sachant, avant même de les poser, qu'il aura gagné la partie et que l'autre sera annulé. Mais on n'élimine pas ses opposants politiques, que sur le plan militaire, en effet, on affaiblisse l'autre, bien sûr, mais si on n'a plus personne en face, et c'est ce qui s'est passé avec le Hamas, et le Hezbollah aussi, où tous ceux qui pouvaient négocier, tous ceux qui pouvaient finalement continuer alors après, on peut penser que tout doit passer par la force. Moi, je suis de celles qui vont défendre la négociation et de se dire que si tout a failli, le politique et la diplomatie, peut-être en effet, il faut une solution un peu plus violente pour régler les choses. Mais sincèrement, quand on voit le chaos et ce que cela entraîne chez les populations, enfin, et qu'est-ce que l'on a à y gagner de faire la guerre ? Et il y a eu ce blackout aussi sur la banque principale iranienne, qui fait que les gens qui partent en voiture aujourd'hui ont besoin de cash, j'imagine, pour mettre de l'essence dans la voiture et pouvoir vivre. Donc c'est une façon aussi, peut-être un peu moins radicale que celle que vous évoquez, d'affaiblir le pays et de faire en sorte que la population, en effet, réagisse en se disant rien ne fonctionne, donc on va pouvoir, en effet, s'imposer et prendre le pouvoir. Et je pense que c'est peut-être plus efficace, ou enfin, en tout cas, dans les méthodes non violentes qui sont plutôt les miennes, celles que je prône, pour pouvoir avancer. Et donc, en effet, changement de régime, oui, dans cet aspect-là des frappes israéliennes, il faut voir, en effet, cette volonté. Exact.